for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, on s'aventure du côté de la rade de Brest. Sous l'œil de nos 4 invités, redécouvrons ensemble Plougastel d'Aoulas, 13 161 habitants. On pense évidemment aux fraises. Violaine Aufrette, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée de médiation au musée de la fraise et du patrimoine. Vous nous raconterez cet or rouge qui est presque devenu l'emblème de cette commune, mais il n'y aura pas que ça, promis, chers téléspectateurs. Ils seront également les témoins d'un âge d'or du Finistère. Ils sont les témoins d'un âge d'or du Finistère. 7 calvaires monumentaux de Bretagne. L'un d'entre eux est situé à Plougastel d'Aoulas. Une association s'attelle à faire vivre ce territoire, ce patrimoine. Nous y reviendrons avec vous. Rachel Sarru, bienvenue. Nous serons aussi avec la reine de Cornouailles, joliment apprêtée en costume traditionnel. Merci Elisa Douillard de nous proposer cette belle vue. Vous avez été élue en juillet dernier. Vous nous dévoilerez les coulisses de cette élection qui mêle histoire, tradition, mais aussi engagement. Enfin, nous nous arrêterons sur votre histoire. Marcel Guardos, bonjour. Bonjour. Alors, depuis le décès de votre femme des suites d'un cancer, vous ne cessez de vous battre pour un meilleur accueil pour les familles qui traversent cette épreuve. Ça donne aujourd'hui l'association Halte au cancer. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Bienvenue à tous les 4. On a envie d'abord que vous nous racontiez Plougastel d'Aoulas, ses paysages, ses quartiers. Qu'est-ce qui fait l'âme de cette commune, Violaine Aufrette ? Déjà, cette commune, c'est une presqu'île, donc c'est assez important d'avoir cette notion-là quand on parle de Plougastel. Et puis, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, elle regorge de plein de patrimoines différents, que ce soit du patrimoine naturel avec notamment des panoramas ou des paysages mêlant à la fois les terres et la mer, la rade de Brest. Et puis, on a aussi du patrimoine religieux, dont Rachel en parlera probablement plus tard. Évidemment. Quels sont les coins typiques qui vous tiennent à cœur, Rachel Sarru, quand je vous dis Plougastel d'Aoulas? Alors, je vais peut-être pas être très objective, mais moi, évidemment, c'est le calvaire. Ouais. Donc, vraiment, en centre au cœur de cette ville. Ouais, c'est vraiment ce que je retiens. Où est-ce que vous aimez vous promener à Plougastel? Vraiment, dans ce centre-ville, c'est vrai, avec le calvaire, l'église, le musée qui n'est pas très loin non plus. On a vraiment cette concentration assez chouette. Il y a un petit bourg encore dans son jus, c'est ça, Violaine Aufrette? En fait, il y a le bourg et il y a environ 162 villages sur la commune de Plougastel. D'accord. Donc, on a vraiment plein de petits coins à visiter, en fait. Et c'est ça qui est aussi assez chouette. Donc, si on aime le patrimoine architectural, on peut rester bien sûr dans le bourg, parce qu'on a de très, très belles choses à découvrir. Mais on peut aussi s'axer plus facilement sur des villages aussi et mêler, du coup, la nature à tout ça. Elisa Douillard, comme tout le monde, on a forcément des photos de sa commune dans son téléphone. Qu'est-ce qu'on prend en photo à Plougastel d'Aoulas? Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est les bateaux sur la mer. Effectivement, c'est une presqu'île, on est entouré de la mer. Ouais. Et moi, j'ai toujours vécu au port du Tinduf, donc un port à Plougastel. Ouais. Et donc, forcément, pour moi, c'est les bateaux. C'est emblématique aussi de la commune. Ouais. Marcel Guardos, quels sont les coins que vous fréquentez, à part votre local, évidemment, qui est dans la commune? Oui, c'est vrai, effectivement, le siège de l'association est basé à Plougastel. Moi, malheureusement, je dis malheureusement, parce que j'ai quitté Plougastel parce que la maison était trop grande pour moi. Je me suis réfugié sur Brest, mais je suis presque tous les jours à Plougastel. C'est une commune que j'adore, que j'aime bien. Et là, le maire vient de nous faire une jolie réception pour les 10 ans, donc j'y suis encore pour longtemps. Évidemment, tout à l'heure. Alors, pour la majorité des gens qui nous regardent, et même pour moi au départ, avant de travailler sur cette émission, Plougastel d'Aoulas, c'est d'abord les fraises. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on est début octobre, ça y est, c'est la fin de la saison, ou il y a encore quelques jours de prolongation? C'est vraiment la fin. Particulièrement cette année, c'est vraiment la fin. Ça s'est fini plus tôt que d'habitude? Un petit peu plus tôt, vu qu'il y a eu des périodes de forte chaleur. Ça a joué évidemment sur la culture, donc ça a commencé à s'arrêter un petit peu plus précocement. Mais on a quand même une belle période de fraise sur Plougastel, parce que ça commence en avril, ça se termine généralement en septembre. On est déjà sur pas mal de mois où on peut régaler les visiteurs et les curieux qui viennent voir Plougastel. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Et justement, quand on est habitant de Plougastel, on suit vraiment l'évolution de la saison de la fraise au jour le jour. Elisa Douillard. Je pense qu'on est les premiers à goûter à la première fraise. On l'attend chaque printemps. C'est quelque chose qu'on attend. Alors, petite pause histoire. À quand remonte l'arrivée de cette fraise, Violaine Aufrette?
à Plougastel, on suppose que du coup l'arrivée de la fraise effective est vraiment à partir de 1750. Après, il y avait quand même de la fraise des bois qui était présente en Europe avant ça. On va dire la fraise comme on l'imagine un peu plus dans l'imaginaire collectif, c'est plus à partir de cette date-là. Et puis depuis, on n'a pas arrêté de continuer en fait cette culture de la fraise justement en cultivant en pleine terre, comme on peut le voir sur certaines de ces images, mais aussi maintenant en cultivant en jardin suspendu depuis les années 1995. Donc c'est une culture qui a évolué et qui a bercé vraiment beaucoup de Plougastel et de personnes des communes avoisinantes. C'est vraiment une histoire qui fait partie des habitants de Plougastel, tout simplement. Et les habitants de Plougastel qu'on appelle les Plougastel. Oui, c'est ça. Plougastelène quand on est une femme, Plougastel quand on est un homme, et quand on genre en groupe, on dit des Plougastel. Alors, petite séquence nostalgie, je vous propose de revivre ensemble la récolte des fraises dans un passé assez lointain. Retour en 1971 avec cette archive de l'INA. Plougastel d'Aoulas reste avant tout le pays privilégié de la fraise. Célèbre dans le monde entier, elle connaît cette saison une vitalité étonnante. Voici l'automne et la fraise se cueille encore comme au plus beau jour de l'été. Exceptionnel, direz-vous, ce n'est pas la vie d'un exportateur plougastellois. Exceptionnel, le mot est un peu fort quand même, parce que déjà depuis quelques années, les tonnages d'août à octobre, sinon novembre, sont assez élevés. Il est bien entendu que si nous avons des tonnages aussi forts depuis 4, 5, 6 ans, cela provient surtout des changements de variété. Je crois qu'elles seront plus fragiles pour l'exportation des fraises arrière-saison. Elles sont beaucoup plus fragiles que les autres, je pense. L'exportation des fraises sur la Grande-Bretagne a été en légère augmentation en 71. Ceci provient probablement de la fraise anglaise qui avait du retard, dû au manque de soleil sur les côtes anglaises. Par contre, la fraise de Plougastel, qui avait déjà débuté fin avril et continué sur mai, mûrissait normalement malgré le manque de soleil et de chaleur au mois de juin. Et pour cette raison, nous avons pu exporter jusqu'au 26 juin. Donc, augmentation d'environ 25%. On dit que le travail des fraises est un travail difficile. Difficile, oui, dans ce cas, il faut être constamment à les surveiller, quoi. Enlever les mauvaises herbes quand il y a, surveiller le plastique blanc quand il est en place, découvrir les fraises quand il fait trop chaud, etc. Ça donne pas mal d'occupation toute l'année. Et vous avez un personnel suffisant pour réaliser toutes ces besognes? Pendant la saison des fraises, nous employons pas mal de gens, oui, parce que avec la main-d'œuvre familiale, la récolte ne serait pas suffisante, quoi. Non, les jeunes foutent le camp de la commune pour chercher d'autres travail ailleurs. Il n'y a que les vieux qui restent à la campagne pour faire la culture de la fraise, quoi. On pourrait penser que la fraise d'arrière-saison étant plus rare, donc, puisqu'elle arrive à cette époque-ci, se commercialise mieux. C'est-à-dire ici, dans les environs, dans les marchés locaux, quand il y a des touristes, là, jusqu'au 15 septembre, les marchés locaux sont valables pour nous, mais quand les touristes sont partis, il faut aller les chercher, il faut les envoyer à Paris et ailleurs, quoi, encore. Mais il y a des clients toujours? Il y a toujours quelques clients, mais pas beaucoup, vous savez, parce que vu que la saison des fraises a été longue cette année, et les gens commencent à prendre d'autres fruits maintenant, vous comprenez? Voilà, et pour cette archive de 1971, Marcel Guardos, vous nous disiez que vous avez connu cette période à peu près. J'étais ramasser les fraises à Plougastel quand j'étais étudiant. Oui. Ouais. Oui. C'était un job entre les cours? Oui. Ouais. Non, pas entre les cours. Comme ça, pendant les vacances ou début des vacances surtout. Ouais. Ouais. Est-ce que, Violette Offrette, les modes de production ont changé? Est-ce qu'on ramasse toujours la fraise comme ça ou est-ce que ça a évolué quand même? Sur les images, on voit notamment la culture sous chenille nantaise. C'est des petits tunnels. Vraiment des petits tunnels. Ce genre de culture-là, aujourd'hui, c'est plus dessiné pour les jardins. Quand on est en culture vraiment professionnelle, soit on cultive sous des grands tunnels, avec notamment du plastique noir au sol, soit on peut cultiver en jardin suspendu. C'est les deux méthodes, on va dire, qui sont plus actives aujourd'hui à Plougastel. Après, il faut aussi prendre en compte que cette évolution-là s'est faite sur de nombreuses années. Et aujourd'hui, on suppose qu'il y a à peu près entre 80 et 90% des producteurs qui cultivent en jardin suspendu. Alors,
sachant que le jardin suspendu peut être soit dans des tunnels aussi, comme si on cultivait en pleine terre, ou ils peuvent être dans des serres plus en dur. Il y a vraiment plusieurs types de techniques et puis plusieurs visions de production, comme pour toutes les cultures ou presque. Voilà. Et quand l'été s'achève, comment on se console l'hiver? C'est les confitures, Elisa Douillard? Ouais, les confitures. C'est mamie qui fait la confiture avec les fraises de l'été. Et il y en a pour toute l'année, du coup. Rachel Sarru? La confiture de fraises. La petite question que je me suis posée quand même, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de reconnaître une fraise qui n'est pas de Plougastel? Est-ce qu'il y a vraiment une spécificité ou pas? Ça serait un bon test de faire ça à l'aveugle. Donc il n'a jamais été fait encore, en tout cas autour de la table. Généralement, on se concentre sur les fraises de Plougastel. On va chercher plus loin, on n'en essaye pas d'autres, quoi. Après, alors, oui, je vous en prie. Après, il y a différentes variétés. Donc c'est aussi le challenge, c'est plutôt aussi de les reconnaître. Parce qu'entre la gariguette et par exemple la Amara des Bois, il y a un goût complètement différent. Et c'est aussi pour les amateurs, déguster des fraises aussi à l'aveugle sur différentes variétés, ça peut valoir le coup. Est-ce qu'il existe des études qui montrent combien de kilos les Plougastel, Je pense qu'on ne veut même pas savoir. Vous ne voulez pas savoir. En tout cas, en France, il doit y en avoir pas beaucoup, des musées de la fraise et du patrimoine en France. Pourquoi ces deux éléments sont indissociables? Il y a le musée de la fraise, mais aussi rattaché au patrimoine. Pourquoi c'est important pour vous de lier les deux? Alors en fait, au départ, le musée de la fraise et du patrimoine était plutôt une maison du patrimoine. Et c'est dans les années 90, que la fraise est vraiment venue compléter le nom du musée. Parce que déjà, c'est un élément d'attention pour le public. La fraise, ça intrigue un petit peu. C'est gourmand, il faut dire ce qu'il y a aussi. Et puis, c'est très représentatif de l'importance de la culture de la fraise sur Plougastel, même encore aujourd'hui. Donc c'était vraiment important d'avoir les deux. Mais en effet, il y a le patrimoine. Et le patrimoine englobe vraiment plusieurs aspects thématiques au musée. Ça va par exemple de la culture du lin, qui a été elle aussi très très importante sur la commune et très longue en termes d'activité, du 12e au fin 18e siècle tout de même. Et puis après, on a tout ce qui est aussi lié à la pêche, parce que la devise de Plougastel, c'est sur terre et sur mer, voir, avoir, voir. Et c'est vrai que c'est quand même important, c'était important en tout cas pour l'association qui gère le musée, de montrer en fait tous ces aspects qui ont marqué et qui marquent encore la vie des Plougastel et valoriser aussi leurs us et coutumes, avec tout ce qui est mobilier, costumes, comme vous pouvez le voir, ils sont magnifiques. Et puis aussi voir les différentes traditions qu'il pouvait y avoir à Plougastel. Peut-être si on revient sur ce costume, Elisa Douillard. D'ailleurs, d'abord, comment il s'appelle ce costume? Comment on l'appelle? Alors celui-là, on dirait c'est un costume de mariage de dernière mode à Plougastel, donc des années 50 à peu près, parce que le costume a été porté très tard à Plougastel. Et dans notre langage plus courant, je dirais cercle, on dit le noir perlé, parce qu'il est noir et perlé, tout simplement. Voilà. Alors, c'est qui vous l'a confectionné? Racontez-nous un peu. Alors moi, c'est un peu une histoire de famille, parce que tout ce qui est le travail de perlage, c'est ma maman qui a entièrement perlé ce modèle. Et en fait, c'est un modèle que j'ai pu choisir grâce à un collectage qu'elle avait effectué. Mais il n'avait pas les manches de ma cénose ici, ni de ma jupe. D'accord. Donc en fait, ça c'est mon cavalier, qui est aussi mon copain, qui a lui, à partir des éléments qu'on trouvait sur le tablier, reformé quelque chose de cohérent pour l'ensemble. Et tout ce qui est partie couture, après, c'est le travail de mes deux grands-mères. D'accord. Et cette coiffe, pareil, c'est quelque chose que votre mère a confectionné? Non, alors celle-ci, c'est juste la partie authentique, c'est ma parure, donc c'est-à-dire mon mouchoir et ma sous-coiffe, Taléden ici, la partie de dentelle. Et la coiffe, donc ce sont les trois éléments authentiques, je dirais, de vraies vieilles pièces qu'on a pu retrouver en très bon état. Est-ce que c'est confortable? Vous n'avez pas trop chaud? Moi, je suis très bien dedans. Donc le costume, il fait vraiment partie de l'identité de Plougastel. Vous avez connu ça, vous, sur des photos de famille? On vous racontait beaucoup de choses autour de ces costumes? Mon arrière-grand-mère a porté le costume jusqu'à la fin de sa vie. Et donc c'est vrai que quand on regarde les photos de famille, elle porte la coiffe pour toutes les grandes occasions. Elle était avec sa coiffe. Et c'est vrai, comme vous pouvez le dire, la coiffe a été portée très longtemps à Plougastel, jusqu'en 2013. En 2013, la coiffe était portée encore. C'est beaucoup plus tard que les autres terroirs de Bretagne. Donc, Vous voulez jeter quelque chose, Juliane Offrette? C'est surtout qu'on a une grande richesse de costumes à Plougastel et en plus on a entre autres le fait d'avoir porté la coiffe très longtemps.
on a aussi une variété de costumes qui est assez incroyable. Là, tout à fait. Enfin, elle avait raison en disant que le costume noir perlé, c'est vraiment un costume particulier et très beau. Très joli, en on tout est cas. passé de couleurs hyper flamboyantes avec du mauve très vif qu'on appelle le mouk à Plougastel, à des rouges, des dorés, pour les vestes des hommes à du vert et maintenant à des couleurs comme le bleu. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui fait partie totalement intégrante du patrimoine de la commune et qui est encore en vie. Donc ça, c'est très chouette. Et on met combien de temps à confectionner ce style de robe? Confectionner, alors... Beaucoup de temps, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, environ, là, ça a duré environ 2 ans. Après, c'était pas à temps plein, puisque forcément, c'était quand on pouvait. Donc, ouais, environ 2 ans pour le tout. Ouais. Et encore sans la broderie de la parure qui prend énormément de temps. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous fait de porter cela? Est-ce que vous êtes fière? Ah oui, très fière de quoi? Fière de représenter Plougastel, parce qu'on me reconnaît directement. On reconnaît que c'est notamment grâce à la coiffe de Plougastel. On reconnaît que voilà, je porte fièrement les couleurs de Plougastel, et encore plus maintenant en étant reine de Cornouailles, je peux avoir un public encore plus large. Donc, alors vous avez fait cet effort pour nous aujourd'hui, évidemment, mais vous vous baladez pas tout le temps. Eh bien, figurez-vous que toutes les semaines là, quand même. Ouais, je commence à vous habituer, à m'habituer à le porter vraiment dans toutes les circonstances. Bon, j'espère que vous avez un petit manteau aussi pour le froid qui arrive, parce que ça va être la petite laine qu'on peut mettre par-dessus. On va continuer à parler patrimoine, parce qu'à Plougastel, on n'en manque pas du patrimoine. Peut-être Rachel Sarru, avant d'arriver sur les 7 calvaires, combien compte de monuments assez emblématiques Plougastel? Ça se compte comment? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Il y a forcément dans le centre-ville qui est quand même assez concentré en monuments. Donc il y a le calvaire, j'aime beaucoup me répéter. L'église, il y a l'ossuaire également. Je regarde Violaine parce qu'elle est vous pouvez compléter aussi, évidemment. Très au point sur le sujet. Et puis après, il y a tout ce patrimoine maritime, évidemment, qui fait aussi la commune. Et puis, les costumes, pardon. Il y a les 8 chapelles aussi. Les 8 chapelles, merci. D'accord. Donc ça commence à faire beaucoup de choses quand même. Et si on s'arrête sur votre dada, le calvaire de Plougastel d'Aoulas, peut-être on va le voir, je pense, assez vite à l'image. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, qu'est-ce qu'il illustre ce calvaire? Alors ce calvaire, il illustre certaines parties de la vie du Christ, de Jésus. Et puis il est aussi le symbole de la prospérité de la commune, grâce au lin. Violaine en parlait tout à l'heure. Et c'est aussi un marqueur historique, puisqu'il a été construit entre 1602 et 1604. Au moment, après plutôt une épidémie de peste qui a marqué la région. Et d'après la légende, ça serait le seigneur de Kéréo qui aurait dit, si je suis le dernier à mourir de la peste, eh bien, je ferai ériger un calvaire. D'accord. Et d'après la légende, c'est ce qui s'est produit. Donc voilà, c'est à la fois évidemment religieux, mais aussi historique. Et un petit peu dans la légende aussi. Et pourquoi il vous fascine, ce calvaire? Racontez-moi. Alors, c'est sa masse un peu imposante quand même. Parce il paraît tout petit comme ça, mais en fait, il est assez énorme. On est d'accord, Elisa Douillard? Il est monumental. Il est monumental. C'est tous ces groupes sculptés. Je crois qu'on a quand même un peu plus de 180 personnages représentés, donc sur quatre faces, plus ces 3 grandes croix. C'est quand même un monument qui impressionne. Alors, il n'est pas seul, ce calvaire, ils sont 7. Tout à fait. C'est ça. Quelle est l'histoire de ces calvaires? On sait pourquoi ils ont été érigés Eh bien, parce qu'il y avait de l'argent, tout simplement. Alors, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est une période quand même de grande prospérité pour la Bretagne. C'est un âge d'or, on parle de l'âge d'or du Finistère, justement. Notamment grâce au lin, on y revient. Donc, c'est vrai que dans les 7 calvaires dits monumentaux, le premier, c'est celui de Tronoën, donc sur la commune de Saint-Jean-Trolimont, qu'on date à peu près de 1450. Il date pour la plupart du XVIe siècle. Et puis celui de... Alors oui, c'est celui de Plébin, celui-là. Celui de Plébin, oui. Tout à fait. Et justement, vous menez plusieurs opérations autour de ces 7 calvaires, parce que l'association porte le même nom, les 7 calvaires monumentaux de Bretagne. Parmi vos opérations, il y a quand les calvaires s'illuminent. Donc Plébin, on le voit là, pas illuminé, mais il l'a été au mois d'août, c'est ça. Et pourquoi on en vient à vouloir illuminer des calvaires? Rachel Sarru. C'est un projet qui a pris forme en 2010 à Plébin, justement.
Donc l'idée, c'était de pouvoir montrer aux gens que potentiellement ces calvaires avaient été peints. Pour certains, on en a la trace, par exemple à Guéhéno, dans le Morbihan. Et donc c'était remettre en lumière ces calvaires grâce à Spectaculaire et en couleur aussi, alors de manière non pérenne évidemment, puisque ce sont des monuments classés. Redonner aussi un peu la fierté aux habitants de leur patrimoine, parce que peut-être qu'un calvaire, finalement, à force de passer à côté tous les jours, on oublie malgré sa forme imposante qui est là. Et puis là, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça parlait beaucoup à la fois aux habitants et aux touristes, mais aux habitants particulièrement. Marcel Guardo, c'est assez étonnant de revoir ce patrimoine qui est un peu notre décor revivre sous d'autres formes, comme ces illuminations au calvaire de Plébin. Je crois que ça appelait à tout le monde, effectivement, de changer un petit peu les choses aussi. Ouais. On les voit un peu ternes, et puis on met un peu de couleur, et puis on aime bien les revoir. Je pense que c'est une belle chose. Alors, il y a des choses qui sont éphémères et des choses que vous avez presque envie de marquer dans le marbre, puisqu'il y a une autre opération quand les calvaires étaient peints. Comment on choisit justement les sculptures, les monuments qui peuvent être peints? Alors déjà, on choisit des monuments qui ne sont pas classés. D'accord. Donc les 7 calvaires, ils ne seront jamais peints, on est d'accord? Alors jamais, on ne peut pas dire, mais en tout cas, en l'état actuel des choses, c'est sûr que ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on les illumine. Donc des bâtiments non classés. Et après, on essaye de faire en sorte quand même que ça soit qui date du XVIe siècle. On évite ceux qui sont du XIXe. Et puis, ce sont des choses qui vont partir au fur et à mesure du temps. Là, c'était au moment où ils ont été peints, mais maintenant, ça s'est estompé. Et j'imagine que ça demande aussi des techniques assez précises, assez anciennes. Ça met beaucoup de temps aussi à être restauré? Alors, pas tellement. C'est une histoire de quelques jours, mais c'est beaucoup de recherche en amont de la part des restaurateurs pour trouver la technique qui va prendre sur le Kersanton, la pierre de Logona, selon la matière. Et c'est quoi finalement la valeur ajoutée de peindre ces monuments? De les remettre un peu en valeur aussi, et puis de se souvenir qu'ils ont potentiellement eu des couleurs un jour, parce que c'est vrai que on est habitué à voir cette pierre un peu terne, un peu grise. Et c'est vrai qu'a priori, ils étaient peints quand même à un moment de leur histoire. Alors, il paraît que ça crée quelques remous. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment moins. Ça, vous attendiez à ce genre de réaction ou pas? Vous avez été surpris justement de voir que les gens avaient envie de donner leur avis là-dessus? Alors, moi, je suis arrivée à l'association en mai. Donc, c'était quelque chose avant ma prise de poste. Mais oui, à Plougastel, je crois qu'il y a eu quelques remous parce que, effectivement, on prend des monuments. Je vois Elisa qui sourit, je pense qu'elle en a entendu parler aussi. Auxquels les gens tiennent, qu'ils connaissent, et effectivement, je comprends, ça peut parfois étonner de voir autant de couleurs d'un coup sur un calvaire. Et maintenant, on va essayer de travailler un peu la médiation. C'est un peu votre job, je crois. Ah, tout à fait, la médiation, oui. Alors, vous n'êtes pas à court d'idées dans l'association. Vous voulez vous attaquer à la réalité virtuelle. Oui, tout à fait. Alors, mêler patrimoine et réalité virtuelle, comment vous imaginez cela? Alors en fait, c'est un dispositif qui a été créé par Realcatcher qui permet donc depuis son téléphone d'avoir accès aux monuments à 360 degrés et surtout d'avoir accès à certains groupes de sculptures en 3D. D'accord. Alors, comme ils sont monumentaux, ces calvaires, parfois c'est vrai que c'est un peu haut peut-être. Et donc là, ça permet d'avoir sous les yeux quelque chose qu'on ne distingue pas bien et d'avoir des explications également. Quels sont les ponts que vous arrivez à créer justement, parce que ce patrimoine, il est liant un petit peu à Plougastel. C'est quelque chose qui est ancré et ça concerne toutes les générations. Alors, vous êtes jeune, je vous rassure, mais est-ce qu'on arrive à créer aussi une dynamique, Violaine Aufrette? En fait, notamment au musée, on réalise des ateliers pour les enfants, où il y a toujours une partie visite et une partie après, on va dire, plus créative, où on voit que les enfants sont intéressés en fait, par les traditions qu'il y a pu avoir, par le patrimoine en général. Et puis, on essaye d'ouvrir au maximum en fait, ces animations au public, donc que ce soit des enfants, comme je viens de l'indiquer, ou à des adultes à travers des balades, des visites guidées du Calvaire ou du musée, ou même d'autres sites de la commune. Et on essaye aussi de faire des fois des routes des saveurs avec justement des personnes qui sont intéressées par le patrimoine aussi gastronomique de la commune et essayer d'aller notamment chez des producteurs de fraises par exemple pour essayer de faire découvrir aux personnes
le patrimoine d'un point de vue historique, mais aussi de passer, on va dire, à quelque chose de beaucoup plus pratique, avec la dégustation, la rencontre avec quelqu'un qui connaît son métier et qui du coup va le valoriser, parce que souvent c'est des métiers de passion, il faut bien le dire. Donc on essaye d'apporter tout ça pour le faire vivre, ce patrimoine. Et c'est assez important. Elisa Douillard, à 22 ans, comment on s'imprègne de cette histoire? C'est vos parents qui vous la racontent, ou est-ce que vous allez chercher aussi les informations ailleurs? Pour ma part, c'est vraiment quelque chose de famille. Ma famille habite Plougastel depuis je ne sais combien de générations. Donc, et mes parents sont aussi passionnés par cette histoire. Ma mère dans les costumes, tout ça. Et mon père dans la pêche. Donc c'est vrai que c'est les deux. Vous avez baigné toujours là-dedans. Donc toujours, oui. Alors est-ce que je dois vous appeler Reine de Cornouailles? Dites-moi. Vous pouvez. Mais Elisa, c'est très bien. Alors on va revenir sur votre consécration en juillet dernier. D'abord, comment vous avez vécu ce moment où vous comprenez que c'est bon, c'est vous, la reine de Cornouailles? C'est quand même particulier comme moment. Je ne sais même pas si j'ai encore réalisé que c'était moi la reine de Cornouailles actuellement. Et au moment où ça se passe, non, je sais que je ne l'ai pas réalisé du tout. Parce qu'en fait, donc l'élection se passe sur le balcon du musée départemental breton. Et alors déjà, il y avait une concurrence assez rude, donc je n'y croyais pas, du moins pas au titre de reine. Parce que donc il y a 2 demoiselles qui sont élues. Et quand les noms des deux demoiselles sont sortis, je me suis dit, bon, c'est bon, c'est fini. Voilà, c'est pas grave, voilà. Et en fait, j'avais, mais on peut dire, un fan club qui était avec moi. Donc en fait, c'est le cercle, le groupe de Plougastel, c'est comme une famille. Ils étaient en bas du balcon, je les entendais crier. Et en fait, j'ai pas entendu mon nom. J'ai juste entendu, ils l'ont dit en breton, ils ont dit Dimézel, Elie, et ils ont crié que du coup, j'ai pas entendu la suite. Et je me suis dit, bon, ça doit être moi quand même. Mais du coup, à ce moment-là, non, je me suis dit, ah bon, mais en fait, tout s'est accéléré à ce moment-là. Et quel symbole, parce qu'il y a 30 ans, votre maman était demoiselle à ce concours. Donc, première dauphine, si on... première demoiselle. Pour que les gens puissent comprendre quel est le niveau. Quel symbole, j'imagine, pour votre maman aussi. Oui, c'est sûr. C'est pour ça aussi que j'avais un petit peu choisi, on ne choisit pas notre date, mais je m'étais dit, en 2022, le clin d'œil était là, et puis du coup, l'histoire était faite, on va dire. Et donc, quelle fierté. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Alors dites-moi, comment on fait pour participer à ce concours? Est-ce qu'il est ouvert à tous? Comment ça marche? Alors en fait, il faut faire partie d'un cercle celtique. Donc une fois qu'on est dans un cercle, donc c'est ouvert aux jeunes filles. Donc il y a une tranche d'âge et on est élu au sein de notre cercle. Donc moi, j'ai été élue en janvier. Et à partir de là, on se dit, du coup, on va être la représentante du groupe et donc participer, si on le veut, à l'élection de la reine de Cornouailles. Et on sait que c'est toute une préparation. Donc à partir de ce moment-là, je me suis activée. Alors, ça nous fait penser évidemment à Miss France, mais il n'y a pas que le côté esthétique qui est jugé. Oui, parce que vous avez une soutenance à faire. Oui, exactement. Parce qu'en fait, on nous demande de réaliser un dossier touchant à la culture bretonne. Donc moi, j'ai décidé de traiter le sujet de la coiffe de Plougastel. Et suite à cela, lors du week-end de l'élection, on passe une soutenance devant un jury composé de grandes personnes, et devant un public même. Et qu'est-ce que vous aviez envie d'explorer autour de la coiffe? Alors en fait, moi je voulais m'attarder sur la coiffe parce que je trouvais qu'elle était un peu trop effacée parfois. Justement, à côté de nos couleurs vives à Plougastel, on remarque surtout les pièces de costume qui sautent aux yeux. Et pourtant, la coiffe, en fait, dans mon dossier, je l'ai écrit, je dis la coiffe parle parce qu'elle parle d'elle-même, elle nous raconte plein de choses. On voit là que j'ai une coiffe de dernière mode, par exemple, parce qu'elle est beaucoup plus petite que dans les années 1900, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu élucider tous ces mystères, et notamment en allant à la rencontre d'anciennes Plougastellennes qui, elles, ont porté la coiffe étant jeunes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la coiffe qui a été portée très tard, c'était l'occasion d'aller maintenant chercher ces informations qui, dans quelques années, peut-être disparaîtront avec ces personnes âgées, du coup. Et vous le disiez tout à l'heure, c'était aussi cette fierté de représenter votre cercle celtique. On n'imagine pas l'importance de ce concours. Pourquoi c'est un pilier dans votre vie, ce cercle? Alors, c'est une passion familiale au départ. Déjà. Et puis... Pourquoi c'est important? En fait... j'ai toujours été au cercle et donc j'ai toujours vu des filles défiler
prétendant à ce titre. Et en fait, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et c'est vrai qu'on le rêve, en fait. On peut presque dire que c'est un rêve qui s'est réalisé. Parce que moi, je me souviens, en 2012, donc on a eu la reine de Cornouailles qui était de Plougastel, donc Diane Soubigou. Et donc moi, j'avais 12 ans à l'époque et je me disais, moi aussi, un jour, je vais me présenter. Et donc voilà, de fil en aiguille, c'est ce qui s'est passé. Et alors, être reine, en fait, c'est la fierté d'être reine, mais en fait, pour le groupe, pour moi, c'est pas c'est une aventure collective. Voilà, c'est ça. C'est Plougastel qui a été élu. On le ressent, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Peut-être, quand on est de l'extérieur, Violaine Auffret, on ne se rend pas compte aussi que ces cercles, ils sont vecteurs de dynamisme dans des communes comme Plougastel-Daoulas. En fait, on a beaucoup d'associations sur les territoires, notamment le territoire de Plougastel, et c'est vrai qu'elles ont une part hyper importante dans justement la connaissance de Plougastel, la valorisation de la commune, que ce soit par le cercle avec justement cette transmission du patrimoine lié au costume, notamment lié aussi à la danse, à la musique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont importantes et transmises par le cercle, mais il y a aussi des associations qui sont plus sociales, plus liées à la santé ou au passé de certains. Et la solidarité est hyper importante et je trouve que c'est une belle façon aussi de montrer la presqu'île de Plougastel. Il y a quand même une solidarité derrière les associations qui est quand même présente. Et c'est une belle transition pour en venir à vous, Marcel Guardos. Votre histoire nous a touchés dans l'équipe, pour vous dire toute la vérité. Après le reportage qu'on a consacré sur vous il y a quelques jours dans notre journal régional, je vous propose de le regarder et puis on revient tout de suite après en détail sur votre engagement. Un aquarium virtuel pour apaiser les tensions. C'est la dernière réalisation de la clinique Kéraudrin à Brest. Installée dans une salle d'attente, elle a pour but d'améliorer l'accueil des patients dans un moment difficile à vivre. Les patients avant d'aller au bloc, ils sont dans un état de stress déjà par définition. Ils ont souvent un petit peu mal dormi. On a beau avoir bien expliqué les choses au préalable. Ils ont toujours un petit peu peur avant l'intervention. Ils vont devoir attendre dans une pièce avec un petit peu d'attente en fonction du programme de bloc opératoire. Et le fait d'avoir une pièce comme celle-ci, ça va permettre de lever un petit peu cette appréhension. Aquarium lumineux et images de ciel au plafond, des dispositifs financés par des dons. C'est l'association Alto Cancer qui a permis de réunir l'argent. Association qui fête son 10e anniversaire avec à sa tête un infatigable bénévole. J'ai perdu mon épouse en 2012 au CHU Morvan. Elle était au service oncologie et il y avait un espace famille. Mais les rideaux pendaient, 2 petits lits mais sans porte, sans intimité. Et j'ai revu le docteur Simon qui l'a soignée. Je lui ai dit je reviendrai à l'hôpital. Et les statuts ont été écrits quelques mois plus tard. Alto Cancer a récolté plus de 250 000 € en 10 ans. Elle organise son traditionnel concert avec Gilles Servat et Cécile Corbel à Plougastel. Voilà pour ce reportage qui vous était consacré, Marcel Guardos, 250 000 € en 10 ans. D'abord, comment on trouve la force de se remobiliser après une telle épreuve, Marcel ? Je crois que c'est une volonté qui a démarré dès le départ, si vous voulez, parce que des fois j'ai souhaité laisser mon épouse tranquille dans sa chambre et je me réfugiais dans cet espace famille. Mais j'ai remarqué tout de suite qu'on ne pouvait pas avoir d'intimité dans cette pièce. Parce qu'il y avait 2 petits lits, mais il n'y avait pas de porte. Et puis on voyait les rideaux qui pendaient. Ça donne le cafard. Ça donne pas... voilà. Et j'ai dit, il faut faire quelque chose. Et j'ai tout de suite eu l'idée que ceux qui viendraient après moi dans cet espace n'est pas ça. N'est plus à revivre ce que vous avez vécu. Et donc les statuts ont été déposés, c'est une coïncidence, mais ont été déposés le 8 octobre 2012. Et là, le concert des 10 ans va avoir lieu le 9, vous voyez qu'on ne pouvait pas faire mieux. Et en 2013, on a fait un premier concert le 13 janvier 2013. Les recettes ont permis de financer 8 500 € de travaux pour que cet espace famille devienne vraiment un espace famille. C'est ça, les premiers chantiers que vous avez opérés, c'est d'abord justement de rénover, de rendre ça beaucoup plus chaleureux. Voilà. Ça passe par quoi ? Je crois que c'est après on voit le résultat. Et je crois que c'est le résultat qui a fait qu'on a continué. Parce qu'on a eu
vraiment un retour. D'ailleurs, France 3, à l'époque, en 2013, était déjà là pour filmer. C'était Gurvan de Musset qui était venu avec son équipe filmer les travaux. Ouais. Justement, c'est l'envie aussi d'apporter un peu de beauté, un peu de chaleur dans des moments difficiles. Absolument, absolument. Surtout du bien-être. Parce que les familles, surtout les familles qui accompagnent les patients qui sont en fin de vie, si elle voit quelque chose de triste, c'est pas bien. Et nous, on a voulu créer du bien-être pour les familles au départ, parce que c'était l'objectif de rénover cette pièce. Mais après, on s'est attardé aussi aux sanitaires qui avaient juste en face. On a installé les premières toilettes suspendues dans l'hôpital. Ah, oui. Il y avait, vous voyez, on a pensé au ménage, et puis après... Et justement, cette idée d'aquarium, elle vient de qui? Parce que c'est assez génial, ça. On n'y penserait pas, de prime abord. C'est tout simple. Alors, c'est le professeur Pradier qui est venu vers moi. Il me dit, ça serait bien d'installer un plafond virtuel en salle de radiothérapie. D'accord. Et on l'a fait. Ça a coûté, je ne sais pas combien de... Voilà, peut-être 15 000 euros. Ouais. Mais, et dans cette salle d'attente, il y avait un aquarium naturel en face, avant que les personnes rentrent dans leur salle de radiothérapie. Mais vous connaissez l'activité du personnel. Elles n'ont pas le temps de nettoyer l'aquarium. Elles ont déjà trop à faire. Et donc, il y avait les algues qui pendaient, etc. Et puis, un patient, imaginez un patient qui arrive. Je l'ai vu, ce poisson mort à la surface. Ah oui, donc c'est pas le bon message à envoyer. Et justement, ceux qui fournissaient les plafonds virtuels fournissaient aussi cette espèce d'aquarium virtuel. Et je crois que là, il y a maintenant ces 5 heures de visio sans problème, ça change totalement. Et finalement, depuis 2013, on n'a jamais arrêté d'intervenir. On le fait en fonction de nos moyens. On est à l'écoute des patients, on est à l'écoute des professeurs, des médecins. Et vous imaginez même d'autres temps hors du cadre hospitalier, comme c'est sorti en mer avec des enfants atteints d'un cancer. On va voir cette une de Ouest France. Ça aussi, c'est quelque chose que vous aviez déjà pensé, qui vous est venu au fur et à mesure de vos activités? Bien sûr. Ouais. Non, on ne peut pas... Et la magie, elle opère toujours. Ces enfants-là, ils ont besoin... les dernières sorties que nous avons faites, c'était le 11 et le 18 août 2022. Imaginez des enfants de 3 ans, 3 ans et demi, et dont un venait de recevoir une greffe du foie. Je crois qu'on a réussi à sortir les enfants, les parents de l'hôpital, du milieu hospitalier. Ils sont venus de loin, parce que les enfants, ils viennent de tout le Finistère. Et il y a une maman qui m'a dit, écoutez, il ne mangera pas, il mangera pas, il a eu son repas pendant la nuit par sonde nasale. Vous voyez, c'est une souffrance permanente. Et là, les parents ont pu dialoguer en dehors de l'hôpital. D'habitude, elles se retrouvent dans les couloirs, etc. Mais c'est pas... Voilà. J'ai plein d'émotions. Oui, je vous sens ému, vous menez quand même un certain nombre d'actions. Comment vous arrivez à récolter ces fonds? Je crois que les personnes qui nous font des dons commencent à comprendre qu'on est transparent dans nos actions. Parce que nos dons, je l'ai dit récemment, parce qu'on préparait le concert, j'ai dit les dons que nous recevons se visitent. Vous allez à Pasteur, vous allez à Kérodrin maintenant, vous allez à l'hôpital Morvan, vous allez à la Cavale Blanche et bientôt à Landerneau, parce qu'on a un projet de 18 000 euros au centre hospitalier de Landerneau aussi. Les dons que nous recevons se visitent. C'est des chantiers permanents. Et vous en êtes la preuve aujourd'hui, on le voit avec votre émotion, que ce sont des choses concrètes, des choses humaines. Oui, c'est absolument. Merci en tout cas pour votre témoignage. Le 9 octobre, c'est quand même une belle fête qui s'annonce pour vous. C'est les 10 ans de l'association. C'est les 10 ans et un jour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, et on va recevoir pour la deuxième fois Gilles Servat, on va recevoir Cécile Corbel, Maxime Piolo. Et ils viennent tous en version quatuor, c'est-à-dire que c'est pas le chanteur et un simple musicien, non, c'est la belle version, une version qui va faire frémir le public. Et on aura aussi un invité mystère qui fera un joli duo avec Cécile Corbel. Et là, je peux dire que c'est une première nationale, parce que ça ne s'est jamais fait. Voilà, ce sera le mot de la fin.
Merci beaucoup. Je voudrais dire que j'invite la reine de Cornouailles à être présente le dimanche. Voici une très très belle invitation. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci pour votre belle énergie ce matin. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. Votre prochain rendez-vous régional, c'est le journal à midi. Je vous souhaite une très très belle journée et à demain sur France 3 Bretagne.